Vous êtes sur Apprendre le français avec Amma. Activez les sous-titres pour mieux comprendre et progresser à votre rythme. Niveau A1. La Tour Eiffel. Il y a longtemps, à Paris, une grande tour a été construite. C'était la Tour Eiffel. Elle a été construite pour une exposition universelle en 1889. Beaucoup de gens pensaient que c'était une structure bizarre, mais elle est devenue célèbre dans le monde entier. Aujourd'hui, elle est un symbole de la France. Vas-tu la visiter un jour? Léonard de Vinci et sa peinture mystérieuse. Léonard de Vinci était un artiste très talentueux. Il a peint la célèbre Mona Lisa. Elle est connue pour son sourire mystérieux. Ce tableau est gardé au musée du Louvre à Paris. Les gens du monde entier viennent pour voir ce sourire énigmatique. Selon toi, pourquoi la Mona Lisa sourit-elle ainsi? Le Grand Mur de Chine. En Chine, il y a un long mur que l'on peut voir de l'espace. C'est la Grande Muraille de Chine. Elle a été construite pour protéger la Chine des envahisseurs. Le mur est si long et si vieux qu'il traverse les montagnes, les déserts et les plaines. Aimerais-tu marcher dessus un jour? Cléopâtre, reine de l'Égypte. Cléopâtre était la reine de l'Égypte il y a très longtemps. Elle est célèbre pour sa beauté et son intelligence. Cléopâtre a vécu près des grandes pyramides d'Égypte. Elle aimait beaucoup le pays et a fait tout son possible pour le protéger. Penses-tu qu'elle avait des momies dans son palais? Christophe Colomb et l'Amérique. Christophe Colomb était un explorateur qui a voulu trouver une nouvelle route pour aller en Inde. En 1492, il a découvert par hasard un nouveau continent, l'Amérique. Beaucoup de gens étaient curieux de ce nouveau monde. As-tu déjà imaginé ce que les marins ont pensé en voyant des terres inconnues pour la première fois? Niveau A2. Léon et le royaume des animaux parlants. Léon est un garçon curieux de 10 ans. Un jour, alors qu'il se promène dans la forêt près de chez lui, il découvre un vieux puits. En regardant à l'intérieur, il tombe et se réveille dans un monde étrange où tous les animaux parlent. « Bonjour, humain », dit un lapin en costume. « Tu parles ?» répond Léon, surpris. « Bien sûr. Ici, tous les animaux parlent. Tu es dans le royaume des animaux. » Léon apprend qu'un terrible orage magique a détruit la bibliothèque du roi lion, et les animaux ont besoin d'aide pour reconstruire le savoir perdu. Avec une girafe savante, un singe rigolo et une tortue timide, Léon part en mission pour retrouver les pages volées des livres magiques. Au fil du voyage, Léon découvre l'importance de l'écoute, de la patience et de croire en soi. Zoé et la ville sous la mer. Zoé adore l'eau. Elle passe ses journées à nager, à lire des livres sur les océans et à rêver qu'elle est une sirène. Un soir, alors qu'elle s'endort avec son coquillage préféré dans la main, elle se réveille, dans une ville sous-marine.
Des poissons multicolores nagent entre des maisons en corail. Des méduses servent de lampes. Et devant elle, un hippocampe sourit. Bienvenue à Aquabella, Zoé. Mais la ville est en danger, une ombre noire approche, et la reine des mers a disparu. Avec son nouveau compagnon Lumeau, le poisson lampe, Zoé doit retrouver la reine et sauver la ville. En chemin, elle parle avec les habitants, des crabes musiciens, une pieuvre qui lit l'avenir, et même un dauphin poète. Cette aventure apprend à Zoé que même une petite fille peut faire de grandes choses quand elle écoute son cœur. Samir et le voyage dans le temps. Samir, 11 ans, aime les histoires de son grand-père, surtout celles sur le passé. Mais un jour, en jouant avec une vieille montre dans le grenier, il est transporté dans le passé. Où suis-je ? demande-t-il. Tu es en 1920, dit une jeune fille. Tu es tombé du ciel ? Oui, on peut dire ça. Samir vit plusieurs aventures à travers le temps, il aide des enfants pendant la guerre, découvre la vie sans électricité, apprend à faire du pain avec sa grand-mère en 1950, et même, il rencontre son propre père enfant. Chaque époque lui apprend quelque chose. À la fin, il revient à son époque, le cœur rempli de souvenirs, de gratitude et de respect pour ceux qui ont vécu avant lui. Niveau B1. Clara et le château aux fenêtres fermées. Clara, 14 ans, vient passer les vacances d'été chez sa tante dans un vieux village de montagne. Au bout du chemin, il y a un château immense, mais toutes ses fenêtres sont fermées, même en plein jour. Les habitants disent que personne n'y vit, mais Clara entend de la musique chaque soir. Un jour, poussée par la curiosité, elle s'approche et trouve une lettre. Si tu crois encore aux rêves, entre par la porte du jardin. Elle découvre alors un monde caché, figé dans le temps. Dans ce château vivent des enfants qui ont peur de grandir. Clara les aide à retrouver le courage de vivre dehors, avec les risques et les joies. Elle apprend elle-même à ne plus fuir ses émotions. Tu peux rester ici pour toujours, lui dit la jeune pianiste. Non, je préfère vivre, même avec les fenêtres ouvertes. Malik, l'inventeur du vent. Malik a 16 ans et vit dans un petit village en Afrique du Nord. Passionné par le vent et les machines, il construit des éoliennes miniatures avec des pièces recyclées. Un jour, une grande tempête détruit le puits du village, et l'eau vient à manquer. Les adultes veulent attendre l'aide du gouvernement. Mais Malik décide d'agir. Pourquoi attendre ? On a du vent, du soleil et des idées. Ce sont des rêves d'enfant, répond son oncle. Peut-être. Mais c'est mieux que de ne rien faire. Avec l'aide de ses amis, il construit une grande éolienne pour pomper l'eau. Le chemin est long, plein d'échecs et de doutes, mais il apprend la patience, la coopération et l'ingéniosité. À la fin, son invention fonctionne, et les anciens du village viennent le féliciter. Tu ne nous as pas seulement donné de l'eau, Malik, dit la doyenne. Tu nous as rappelé ce que c'est, l'espoir. Émilie et le tour du monde à vélo. À 17 ans,
Émilie décide de faire le tour du monde à vélo avant d'entrer à l'université. Ses parents sont inquiets, ses amis doutent, mais elle sent qu'elle doit partir. Pourquoi faire ça toute seule? Lui demande son cousin. Parce que c'est maintenant ou jamais. Parce que j'ai besoin de me découvrir. De la France au Japon, en passant par la Grèce, le Maroc, l'Inde et la Thaïlande, Émilie rencontre des gens incroyables, une cuisinière grecque qui lui apprend à faire du pain, un jeune moine en Inde, une réparatrice de vélo en Thaïlande. Elle traverse aussi des tempêtes, des accidents, des moments de solitude. Mais à chaque étape, elle grandit. Je croyais faire un voyage autour du monde, mais en réalité, c'est un voyage à l'intérieur de moi. Niveau B2. Noura avait toujours vécu en ville, entourée de klaxons, immeubles, cafés bondés et nuits éclairées. Mais elle ressentait un vide inexplicable dans son cœur. À 18 ans, après la mort de sa grand-mère, Noura découvre une lettre qui l'incite à partir vers le sud pour chercher les étoiles et comprendre. Sans prévenir ses parents, Noura prépare un sac et voyage vers le sud, jusqu'à Zagora, la dernière ville avant le désert. À Zagora, Noura rencontre Karim, un guide local, qui accepte de l'accompagner jusqu'à un camp nomade actif, à 3 jours de marche. Karim enseigne à Noura à lire les étoiles, reconnaître les traces dans le sable, et écouter le silence du désert. Arrivée au camp, Aïcha, une femme qui connaissait la grand-mère de Noura, l'attendait et reconnaît le foulard bleu nuit. Aïcha explique que la grand-mère de Noura est partie vers la ville, laissant une partie d'elle-même dans le désert. Noura reste au camp, apprend à cuisiner le pain de sable, écoute les contes au coin du feu, et dort sous la tente. Un vieil homme lui dit que sa grand-mère est partout dans le désert, dans les champs, l'odeur du thé et le grain du sable. Seule sur une colline de sable, Noura voit les étoiles former une carte, une tente, une silhouette, et pleure de retrouvailles. Noura reste une semaine au camp, puis dit au revoir à Aïcha, affirmant qu'elle n'a rien trouvé mais tout retrouvé. Elle marche seule vers la route, le foulard bleu autour du cou, le désert devenu un miroir, un passage. De retour chez elle, Noura a changé, parlant moins vite, regardant les étoiles chaque soir, avec une carte du ciel dans sa chambre. Chaque fois qu'elle se sent perdue, Noura lève les yeux vers les étoiles, entendant la voix de sa grand-mère. « Tu n'es jamais seule. » Jules et les couleurs invisibles. Jules avait toujours vécu dans un monde un peu flou. Pas parce qu'il ne voyait pas bien, mais parce qu'il ne voyait pas comme les autres. Depuis qu'il était petit, on lui disait « Ce ciel est magnifique, regarde ce bleu ». Mais pour lui, c'était un gris. Et cette robe rouge, tu la trouves comment? Il haussait les épaules. Rouge, vert, brun, tout se mélangeait. À 16 ans, Jules était daltonien. Il ne connaissait pas la différence entre le vert et le rouge, ni entre le violet et le bleu profond. Pourtant, ce qu'il aimait le plus, c'était dessiner. Les crayons, les pinceaux, les formes, les ombres. Tout cela, c'était son refuge. Mais à l'école, il se sentait exclu. Sérieux, tu veux faire une école d'art? Mais tu ne vois même pas les couleurs. N'importe quoi. Jules ne répondait jamais.
Il préférait dessiner en silence. Mais parfois, les mots restaient en lui comme des taches qu'on n'arrivait pas à effacer. Un mercredi après-midi, il a pris son vélo et il a roulé sans but. Il en avait assez du lycée, des moqueries, des critiques. Il a roulé jusqu'aux anciennes usines, au bord de la ville. Et c'est là qu'il a découvert quelque chose de surprenant, un vieux théâtre abandonné, perdu entre les arbres et les murs tagués. Curieux, il est descendu de son vélo. La porte grinçait, l'intérieur était sombre. Mais dans ce silence poussiéreux, il y avait de la peinture. Partout. Des toiles suspendues, des objets peints en noir, des sculptures recouvertes de textures étranges. Et au centre, une jeune femme peignait en silence, les yeux fermés. Elle s'appelait Mira. Tu fais tout ça? A demandé Jules. Oui, a-t-elle répondu, sans ouvrir les yeux. Mais, tu es aveugle? Oui. Jules n'en revenait pas. Elle peignait sans voir. Comment tu sais ce que tu fais? Je sens. Je touche. J'imagine. Je me souviens. Ils ont parlé longtemps ce jour-là. Mira lui a expliqué qu'elle était née-voyante, mais qu'elle avait perdu la vue à l'âge de 8 ans. Depuis, elle créait avec les mains, avec les sons, avec les odeurs. Elle utilisait du sable pour donner du grain à ses tableaux, des épices pour colorer la toile, des cordes, du métal, de la laine. Tu ne vois pas, et pourtant tu crées, lui a dit Jules, admiratif. Et toi, tu ne vois pas comme les autres. C'est une force, pas une faiblesse. Ils se sont revus. Souvent. Presque chaque jour. Dans le vieux théâtre, ils ont commencé à peindre ensemble. Mira guidait Jules avec ses mains. Elle lui faisait toucher des textures, écouter des sons, sentir des parfums. La couleur n'est pas que visuelle, disait-elle. Elle est sensorielle. Tu veux dire que le rouge peut être un son? Ou une odeur, ou une sensation? Peu à peu, ils ont imaginé un projet fou, une exposition pour ceux qui ne voient pas, pour ceux qui veulent sentir la couleur autrement. Ils l'ont appelé les couleurs invisibles. Ils ont fabriqué des tableaux qu'on pouvait toucher. Des installations où chaque teinte devenait un son, un parfum, un tissu. Le vert était doux comme de la mousse. Le jaune vibrait comme un petit carillon. Le bleu avait le goût de la menthe. Un jour, une influenceuse locale a découvert leur travail. Elle a filmé, pris des photos, raconté leur histoire sur les réseaux. En quelques jours, leur compte Instagram est devenu viral. Des gens du monde entier les ont contactés, des artistes, des enseignants, des parents d'enfants différents. Ce que vous faites est unique. Vous donnez une nouvelle définition de la couleur. Mon fils est autiste, et grâce à vous, il a aimé l'art pour la première fois. Jules n'en revenait pas. Lui, le garçon qu'on traitait de nul en dessin, devenait une voix pour ceux qui ne voient pas comme les autres. Jules n'a pas changé ses yeux. Il ne distingue toujours pas le vert du brun. Mais il a changé son regard sur lui-même. Un jour, un professeur d'art lui a dit, « Jules, ton travail est différent, mais c'est ce qui le rend puissant. Tu ne représentes pas la réalité. Tu la réinventes. »
Et dans une salle pleine d'élèves, Jules a répondu, calmement, « Peut-être que je ne vois pas comme vous. Mais je vois autrement. Et c'est déjà beaucoup. » Aujourd'hui, l'exposition « Les couleurs invisibles » continue de voyager. Dans des écoles, des musées, des festivals. Mira enseigne la peinture sensorielle. Jules étudie l'art contemporain, avec un carnet toujours dans la poche. Dans ses dessins, il n'y a pas de couleur traditionnelle. Mais il y a du bruit, de la lumière, de la chaleur, du vent. Ses œuvres ne se regardent pas, elles se vivent. Et chaque fois qu'il doute, il retourne dans le vieux théâtre. Le lieu qui lui a appris qu'un regard n'a pas besoin d'être parfait pour être profond.